Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez à peu près correctement? Est-ce que là c'est mieux? Ok. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pamela Chauvin, je suis praticien hospitalier dans le laboratoire de parasitologie-mycologie au CHU Purpan. Et donc on va se retrouver ce matin pour 2 heures de cours sur des notions générales en parasitologie et mycologie médicale. Donc le but, c'est vraiment de vous donner des notions générales sur ces 2 disciplines, parasitologie et mycologie. Donc on suivra le plan suivant. Après quelques termes en guise d'introduction, on verra des notions générales en parasitologie, puis en mycologie, et on finira par des applications pratiques de diagnostic au laboratoire. Donc en guise d'introduction, je vais d'abord définir ce que sont ces 2 disciplines, parasitologie et mycologie, qui sont 2 disciplines qui sont réunies habituellement au sein d'un même laboratoire, mais qui sont 2 disciplines assez distinctes. Donc la parasitologie, comme son nom l'indique, c'est la discipline relative à l'étude des parasites. Et donc elle vise à isoler des parasites éventuellement présents chez l'homme, à les caractériser et à définir leur pouvoir pathogène. A l'inverse, la mycologie est une discipline qui est relative à l'étude des champignons. Donc pareil, dans différents prélèvements d'origine humaine. Et le but, c'est de les caractériser, de leur donner un nom et de définir leur implication en pathologie. Au sein des agents infectieux, vous avez peut-être déjà eu des notions générales en bactériologie et en virologie. Au sein des agents infectieux, il y a différentes catégories, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Tout ça, il faut que ça soit bien distinct dans votre esprit, parce que ce n'est pas du tout le même type de micro-organisme. Et je vais vous présenter un tableau pour vous présenter les principales différences entre ces différents micro-organismes. Donc, quelles sont les différences principales entre une bactérie, un champignon, un parasite et un virus? Est-ce que vous avez déjà eu des notions en bactériologie et en virologie? Oui? Cette année? Ok. Alors, vous avez peut-être déjà vu qu'une bactérie, c'est une organisation unicellulaire, c'est toujours constitué d'une seule cellule. A l'inverse, un champignon ou un parasite peut être soit unicellulaire, une seule cellule, ou pluricellulaire, c'est-à-dire constitué de plusieurs cellules. Le virus, quant à lui, n'est pas constitué d'une cellule, puisque c'est un ensemble de matériel génétique qui n'est absolument pas cellulaire. Une autre différence qui est très importante, qui est toute bête, c'est la taille. Une bactérie fait de l'ordre, au niveau de la taille, fait de l'ordre du micromètre. Donc on est à 10-6 mètres. Donc c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible au microscope optique de laboratoire, quelque chose que l'on voit assez facilement au microscope au laboratoire. Les champignons et les parasites, eux, ont des tailles assez diverses qui peuvent aller donc du micromètre comme pour le champignon, comme pour la bactérie. En revanche, le parasite, lui, a des tailles assez diverses, puisqu'il peut aller du micromètre, 10-6 mètres, jusqu'au mètre. Et quand on pense à un parasite qui fait de la taille de plusieurs mètres, on pense au ténia, qui est un ver qui peut faire de 4 à 10 mètres de long. Donc vous voyez, une taille extrêmement variée, du microscopique au macroscopique. Le virus, lui, il n'est absolument pas visible à l'œil nu. Vous voyez qu'on est dans l'ordre du nanomètre, donc 10-9 mètres. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas visible à l'œil nu, et qui n'est également pas visible avec les microscopes de laboratoire. Il faut vraiment des microscopes microscopes électroniques de grande puissance pour pouvoir voir des virus, mais c'est quelque chose qu'en pratique courante dans les laboratoires de ville ou dans les laboratoires hospitaliers, on n'observe pas les virus. Au niveau de la mobilité, une bactérie, on vous a peut-être dit qu'elles sont soit immobiles, soit mobiles. Les champignons, les parasites de la même façon, peuvent être soit mobiles ou non. En revanche, les champignons, eux, sont toujours immobiles. Les virus n'étant pas un organisme cellulaire, eux sont toujours immobiles.
Une autre différence assez importante, c'est la présence ou non de noyaux pour différencier ces différents micro-organismes. La bactérie fait partie de ce qu'on appelle les prokaryotes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de noyau, mais en revanche, elle a un chromosome bactérien unique présent en son sein. Les champignons et les parasites, eux, font partie des eucaryotes, c'est-à-dire des micro-organismes qui possèdent un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a plusieurs chromosomes pour les champignons et les parasites. Les virus, eux, sont acaryotes, ils n'ont pas du tout de noyau. Au niveau du nombre de chromosomes, on vient de voir, la bactérie, elle, présente un seul chromosome bactérien, toujours. Les champignons et les parasites, c'est un peu comme nous, êtres humains, ils présentent des chromosomes avec un multiple de 2n. Les virus, eux, ne présentent pas de chromosomes. Au niveau du type de multiplication, une bactérie se divise par scissiparité, c'est-à-dire un genre de clonage. À partir d'une cellule bactérienne, on va pouvoir en faire 2, puis 4, puis 8, puis 16, etc. Une division binaire type clonage. Les champignons et les parasites se divisent par mitose, donc ça, je suppose que c'est des choses que vous connaissez. Et les virus, eux, ont besoin de détourner les différents constituants d'une cellule hôte pour pouvoir se multiplier. Ce n'est pas du tout une scissiparité, une clonalité ou une mitose. C'est un mode de multiplication très particulier et très propre au virus. Quelques mots sur la nomenclature. Donc ça, ce sont des choses de base, mais il faut bien connaître la base pour pouvoir comprendre les choses après. La nomenclature des micro-organismes est régie par un ensemble de règles qui attribuent à chaque micro-organisme que l'on appelle taxon un nom et qui permet de désigner un même micro-organisme de la même façon, quel que soit le pays. C'est un genre de langage international. Il y a également des rangs. Donc, je vous ai mis ici un exemple pour désigner l'Homo sapiens que nous sommes tous ici, l'homme. Donc l'homme fait partie du règne animal. Il y a également un embranchement, une classe, un ordre des primates, famille des hominidés, un genre, le genre Homo, et l'espèce sapiens. Donc vous voyez que pour chaque, j'ai pris ici l'exemple de l'homme, mais c'est la même chose pour les micro-organismes. Pour chaque micro-organisme, on a comme ça une taxonomie avec des rangs de la systématique qui comprennent un règne, un embranchement, une classe, un ordre, une famille, un genre et une espèce. Il y a également une convention d'écriture qui a été établie par M. Linné, ici présent en haut à droite. Vous voyez que ce n'est pas tout jeune, ça date du XVIIIe siècle. Et M. Linné, il a dit que pour tout micro-organisme ou espèce du règne animal, on allait les appeler avec un binôme linnéen, c'est-à-dire l'accolement de deux noms, ces deux noms étant toujours en latin, le premier nom représentant le nom de genre et le deuxième nom représentant le nom d'espèce. Donc je vous ai mis deux exemples ici. Plasmodium falciparum, qui est le parasite responsable de l'agent du paludisme. Son petit nom latin, c'est Plasmodium. Le plasmodium étant un nom de genre, donc le genre, ils font comprendre ça comme un groupe d'espèces. Au sein du genre Plasmodium, il y a de nombreuses espèces. Et quand on veut désigner une espèce en particulier, on y accole son nom précis, ici Falciparum. Je vous ai mis un autre exemple, Homo sapiens, ça désigne l'être humain. Au sein du genre Homo, il y a plusieurs espèces, Homo erectus, Homo sapiens. Et donc, le genre est un ensemble d'espèces, et au sein de ce genre, on peut distinguer l'espèce Homo sapiens en particulier. Donc ces deux noms sont toujours en latin, et il y a une convention d'écriture qui dit qu'ils sont également écrits toujours en italique. Quand on veut désigner un ensemble un ensemble d'espèces au sein du même genre, on accole au nom du genre le terme SP. Exemple, je reprends mon exemple au-dessus. Quand on veut parler de toutes les espèces responsables du paludisme, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup, sans en citer une en particulier, on utilise le nom de genre, Plasmodium, accolé du terme SP, qui désigne l'ensemble des plasmodiums. Si je veux parler d'une espèce en particulier, je vais dire Plasmodium falciparum, ou Plasmodium vivax, ou Plasmodium ovale. Je vais désigner l'espèce en particulier. Et si je veux parler du genre, je mets SP.
Donc pourquoi c'est important ça? Parce que ce sont ces noms-là que vous allez trouver sur les comptes rendus de laboratoire, même si vous avez déjà fait par exemple une analyse au laboratoire, une analyse tout bête, un ECBU, une analyse d'urine par exemple, on va vous rendre présence d'Escherichia coli. Escherichia coli, Escherichia c'est le nom de genre, coli c'est le nom de l'espèce. Et au sein d'Escherichia, il y a plusieurs noms d'espèces, et là on vous parle de Escherichia coli. Donc ce sont ces noms-là que vous allez retrouver sur les comptes rendus de laboratoire, c'est pour ça que j'insiste un peu. Donc il y a ces noms latins, mais il y a également des noms d'usage. Vous connaissez tous le staphylocoque doré, donc ça c'est un nom d'usage, un nom vernaculaire, qui correspond à un nom latin, Staphylococcus aureus. Donc dans le langage courant, on parle de staphylocoque doré. Et sur les comptes rendus de laboratoire, que ce soit dans un laboratoire privé ou à l'hôpital, vous allez trouver le nom Staphylococcus aureus. C'est exactement la même chose, mais c'est deux manières différentes de désigner la même chose. Un autre exemple, donc ça c'est de la bactériologie, je ne vous ai pas donné des exemples de parasitologie, parce que ceux-là sont plus courants en bactériaux. Un autre exemple, le nom vernaculaire pyocyanique, c'est quelque chose que vous allez entendre également de nombreuses fois, désigne en réalité le micro-organisme Pseudomonas aeruginosa. Donc après cette petite introduction et cette définition de la taxonomie, on va avoir des notions générales en parasitologie. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un parasite? Les parasites font partie du règne animal. Et un parasite, c'est donc un organisme qui va utiliser les cellules de l'hôte pour se multiplier et qui vit aux dépens d'un autre organisme. Donc dans la notion de parasite, il y a le parasite qui va tirer profit d'un hôte et la notion de l'hôte qui va lui apporter tous les nutriments nécessaires à sa survie. Du mot parasite découle l'interaction biologique en rapport qui s'appelle le parasitisme, qui est l'interaction biologique donc, entre un parasite et son hôte. L'hôte va lui fournir donc, tous les éléments nécessaires à sa survie, les vitamines, le sucre, les protéines, etc. Et le parasite, lui, tire profit, se nourrit et se développe. C'est quelque chose qui, même dans le langage courant, quand on dit à quelqu'un « tu me parasites », c'est un peu ça, c'est tu tires profit de moi sans que moi, je tire profit de toi. C'est un peu cette notion de profit unilatéral. Donc cette notion de parasitisme, cette interaction biologique, n'est pas à confondre avec la symbiose, que vous avez certainement dû entendre également. La symbiose, c'est également une interaction biologique, mais il n'y a pas profit pour l'un et non-profit pour l'autre. Il y a un bénéfice mutuel entre les deux organismes. Donc une symbiose assez connue, c'est la symbiose qui existe entre le poisson pilote et le requin. Pourquoi il y a symbiose entre ces deux animaux? Le poisson pilote est un poisson qui est un mauvais nageur et donc qui va nager aux côtés du requin parce qu'il va profiter de l'onde de nage créée par le requin pour mieux avancer parce que lui-même n'est pas un bon nageur. Et à l'inverse, le requin va profiter du poisson pilote parce que le poisson pilote va lui nettoyer de toutes les impuretés à la surface de sa peau. Donc vous voyez que là, il y a une interaction biologique entre ces deux animaux où chacun tire bénéfice de l'autre sans effet néfaste l'un pour l'autre. Le parasitisme n'est pas à confondre également avec une autre interaction biologique qui est le commensalisme. Donc le commensalisme, c'est une interaction biologique où il y a un bénéfice pour l'un, mais pas de bénéfice pour l'autre, mais pas d'action néfaste pour l'autre également. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous dans notre organisme. J'ai mis un exemple ici, mais il y en a de nombreux autres. Un champignon qui s'appelle Candida albicans, que nous avons tous ici au sein de notre tube digestif, qui par action de commensalisme tire profit de notre organisme, puisqu'on lui apporte tous les éléments pour se multiplier et survivre. Mais en revanche, ce Candida albicans dans notre tube digestif, nous tous ici dans la salle, ne nous gêne absolument pas. De la même façon, au niveau de la flore cutanée, si on fait un prélèvement cutané, même sur peau saine, on va trouver des bactéries, des champignons qui font partie normale de la flore cutanée, et qui sont commensaux de la flore cutanée, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les nutriments nécessaires à leur survie, sans que ça soit néfaste pour nous. Il faut bien avoir en tête
les principales différences entre parasitisme, symbiose et commensalisme. Quand on parle de parasitologie, on parle de diversité au sens large. Diversité pourquoi ? Diversité tout d'abord au niveau de la morphologie et la taille des parasites. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, les parasites peuvent aller au niveau de la taille du micromètre, donc quelque chose de microscopique. Il y a certains parasites qui sont de l'ordre du centimètre jusqu'à la dizaine de mètres pour le ténia. Donc je vous ai mis des photos ici. Ici, une photo de parasite qui s'appelle le Cryptosporidium, peu importe, qui est un parasite strictement microscopique. Ici, l'anisakis, qui est peut-être un ver que vous avez déjà rencontré, qui est le ver du poisson. Donc parfois, dans le poisson frais, on peut trouver des petits vers qui bougent. Voilà, donc ce ver est de l'ordre du centimètre à peu près. Vous voyez là, ici une pièce de monnaie pour l'échelle. Et ici, on a le ténia, donc, qui est également appelé le ver solitaire, Ténia saginata, que l'on contracte par ingestion d'une viande de bœuf insuffisamment cuite. Et ce ver peut aller de 4 jusqu'à 10 mètres de long. Donc, vous voyez, des parasites, tout ça, ce sont des parasites, mais qui sont vraiment de tailles différentes. Et donc, ça a pour conséquence qu'au laboratoire, selon ce que l'on cherche, on va utiliser soit l'œil nu, soit le microscope. Quand on parle de diversité en parasitologie, on parle également de diversité au niveau des stades parasitaires. En effet, tous les parasites évoluent durant leur cycle parasitaire sous différentes formes. Il peut y avoir des formes qu'on appelle œufs, des formes kystiques, des formes larvaires ou des formes adultes. Tous les parasites n'ont pas toutes les formes, mais tous les parasites évoluent durant leur cycle sous différents stades parasitaires. Ces stades parasitaires peuvent également être macro ou microscopiques, selon le parasite. Donc, je vous ai mis des photos ici à titre d'illustration. Ici, des œufs qui sont microscopiques, des œufs d'oxure. Donc, l'oxure, c'est un petit ver qui est grand comme un grain de riz à peu près, qui fait 1 cm. Et ce ver adulte pond des œufs qui sont microscopiques et qui ressemblent à ça. Ici, vous avez une photo de kyste d'amibe, donc qui est une parasitose tropicale qui est responsable de fortes diarrhées. Ici, j'ai remis l'anisakis, et ici, Strongyloides cercoralis, qui est l'anguillule, qui est un ver microscopique, qui est ici sur la photo, présent à l'état de larve. On parle également de diversité dans la durée, parce qu'il peut exister des parasites qui sont permanents, c'est-à-dire qu'ils vont exister de manière permanente dans un ou plusieurs hôtes. Tandis qu'à l'inverse, il y a des parasites qui existent de manière partagée, soit dans un hôte, soit dans le milieu extérieur, qui dans leur cycle parasitaire évoluent dans l'hôte, puis dans le milieu extérieur. Je vais vous montrer un exemple après. Diversité également en termes de géographie, puisqu'il existe des parasitoses qui sont autochtones, c'est-à-dire que l'on rencontre sous nos latitudes ici en France, comme par exemple l'anisakis, le fameux ver du poisson, l'ascaris, qui est une parasitose tropicale, mais que l'on peut également rencontrer sous nos contrées, l'échinococose, qui est une parasitose qui est assez fréquente dans le nord-est de la France, la toxocarose et la toxoplasmose, qui est une parasitose que je pense vous connaissez, surtout pour les personnes qui ont éventuellement eu des grossesses. A l'inverse, il y a des parasitoses qui sont strictement tropicales. Et donc les cas que l'on va voir dans nos laboratoires sont des cas d'importation, c'est-à-dire le voyageur qui part en zone d'endémie, en Afrique intertropicale, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, qui va contracter sa parasitose et qui revient en France et dont le diagnostic est réalisé en France. Donc la parasitose tropicale numéro 1, c'est le paludisme, avec donc le genre Plasmodium sp, confère ce que j'ai dit tout à l'heure, Plasmodium sp, Plasmodium c'est le nom de genre, et à l'intérieur de ce genre, il y a plusieurs espèces, il y a 5 espèces pathogènes pour l'homme. L'amibiase, qui est également une parasitose tropicale responsable de diarrhée, la bilharziose, la filariose et bien d'autres. Donc il y a des parasitoses strictement autochtones et d'autres qui sont strictement tropicales. Depuis tout à l'heure, je parle d'hôte. Qu'est-ce qu'un hôte ? C'est un organisme vivant qui va héberger l'agent pathogène, le parasite là, en l'occurrence.
Quel est le rôle de cet hôte? L'hôte va lui apporter la protection, la nourriture et l'énergie nécessaires à son développement. On dit que l'hôte peut être soit définitif. Un hôte définitif, c'est quoi? C'est un hôte qui va héberger la forme adulte du parasite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs formes, les œufs, les larves, les kystes. Eh bien, on dit que l'hôte est définitif quand il héberge la forme adulte du parasite ou la forme sexuée. Cet hôte peut être soit unique, pour un même parasite, il y a un seul hôte, ou multiple. Pour un parasite, il y a plusieurs hôtes. À la différence de l'hôte définitif, on parle d'hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire, c'est celui qui va héberger la forme asexuée du parasite ou la forme larvaire. Cet hôte peut être soit actif, c'est-à-dire qu'il va transporter de manière active le parasite, ou passif. Je vais vous montrer un exemple. Quand on parle de parasites, tous les parasites sont soumis à un cycle parasitaire. Qu'est-ce que ce cycle parasitaire? C'est l'ensemble des transformations que doit subir le parasite pour assurer la pérennité de son espèce. Un exemple ici, je vous ai mis le cycle de l'oxure, le petit ver qui ressemble à un grain de riz qui affecte surtout les enfants, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une parasitose autochtone qui est très fréquente dans la population. Le cycle parasitaire est assez simple. Il est constitué d'un hôte, ici présent par le tube digestif humain, et du milieu extérieur. Donc vous voyez que c'est un cycle assez simple où il y a juste un hôte unique et le milieu extérieur. L'homme, l'enfant en général, va se contaminer par voie orale, va ingérer des œufs d'oxure. Ces œufs vont migrer au niveau intestinal et évoluer en forme adulte, donner les premiers signes cliniques à type de troubles, douleurs abdominales et troubles du transit. Ces formes adultes vont migrer vers la marge anale et pondre leurs œufs qui vont être émis dans le milieu extérieur via les selles. Ces selles se retrouvent dans le milieu extérieur et sont directement infestants et vont pouvoir contaminer un autre hôte. Donc vous voyez ici un cycle très très simple pour ce parasite. Donc ici je vous ai mis un cycle indirect qui fait intervenir plusieurs hôtes. Donc ici il y a un tube digestif humain, donc un premier hôte, l'humain. Un deuxième hôte qui ici vous voyez le bovin. C'est le cycle du fameux ténia dont je parle depuis le début, ce fameux ver qui ressemble à une tagliatelle de 10 mètres de long. Donc, on se contamine en ingérant de la viande insuffisamment cuite, crue ou insuffisamment cuite, type tartare, contenant des larves de cysticerque, des larves de ténia. En ingérant les larves, ces larves vont évoluer sous forme adulte, ce fameux ver adulte qui fait plusieurs mètres de long. Donc, ce fameux ver va se trouver au niveau du tube digestif, va grandir et on émet dans le milieu extérieur des œufs qui vont se retrouver dans les selles. Ces œufs ne sont pas directement infestants pour un autre être humain. Le cycle parasitaire doit absolument repasser par un hôte intermédiaire qui est le bœuf, parce que cette forme n'est absolument pas infestante pour l'humain. Donc ces œufs vont être ingérés par un bœuf. Ces œufs vont subir plusieurs maturations, peu importe, c'est juste un exemple, plusieurs maturations, et la larve va se retrouver au niveau musculaire des muscles du bovin, qui pourront être ingérés par un nouvel hôte, qui sera contaminé, et ainsi de suite. Donc c'est juste pour vous illustrer le fait qu'il y a des cycles directs, simples, un seul hôte, et des cycles indirects, où il y a au minimum 2 hôtes, mais il peut y en avoir plus. Et c'est donc l'ensemble de ces transformations que l'on appelle cycle parasitaire, et tous les parasites sont soumis à ce type de cycle. Un autre terme en parasitologie que l'on utilise souvent, c'est le terme de vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? C'est assez simple, c'est l'agent qui est responsable de la transmission du parasite. C'est l'agent qui va disperser l'infection d'un hôte à un autre. Lui aussi, il est indispensable au cycle parasitaire. Et il assure la maturation et la multiplication du parasite. 2 exemples qui je pense vont vous parler. L'anophèle ici,
Quelqu'un sait ce que transmet l'anophèle? Le paludisme, tout à fait. Donc c'est un moustique qui est responsable de la transmission du paludisme. Cet anophèle est le vecteur du paludisme. S'il n'y avait plus d'anophèle sur la planète, il n'y aurait plus de paludisme. C'est un agent indispensable à la transmission du parasite. De la même façon, ici, la mouche tsetse, quelle maladie? La maladie du sommeil. Donc pareil, un insecte qui est responsable de la transmission du parasite responsable de la maladie du sommeil. Donc voilà, ça c'est des choses assez simples. Donc tous les parasites n'ont pas besoin d'un vecteur, mais certains en ont besoin. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc on mélange un peu les notions. Ce vecteur peut être également hôte définitif, c'est-à-dire qu'il assure la transmission du parasite, mais il peut également héberger la forme sexuée ou la forme asexuée du parasite. Il peut être hôte définitif ou lui-même hôte intermédiaire. Quels sont les modes de transmission en parasitologie? Le plus fréquent, c'est le mode de transmission par voie orale, par ingestion d'eau ou d'aliments souillés. On va ingérer différents types de formes parasitaires. Pour certains parasites, ça va être des formes kystiques, des œufs ou des larves. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies liées au péril fécal, comme l'ascaridiose par exemple, qui est une parasitose cosmopolite, autochtone et tropicale, qui est une maladie liée au péril fécal, donc liée aux mains sales. On peut également se contaminer, donc, comme je vous l'ai dit, pour le ténia, mais également pour la toxoplasmose, par l'ingestion de viande parasitée insuffisamment cuite. Donc, vous voyez que c'est un autre mode de contamination, ça n'a rien à voir avec le péril fécal, mais c'est plutôt lié à la cuisson des aliments. Il y a d'autres parasites qui s'attrapent également par consommation de certains végétaux, type cresson par exemple, comme ce parasite que l'on appelle la douve du foie. Un autre mode de contamination, la voie cutanée. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous parler, les poux. Donc les poux sont des parasites. La gale également est un parasite. Et donc tout le monde sait que pour ces deux parasitoses, le mode de transmission est un mode de transmission cutané par contact direct. Les poux et la gale, ça ne saute pas. Il faut vraiment un contact peau à peau. Il y a certains parasites qui se transmettent par voie transcutanée. Donc soit de manière active, c'est-à-dire que le parasite est capable de pénétrer la barrière cutanée lui-même de manière active, comme c'est le cas pour la bilharziose, qui est une parasitose tropicale, où la forme parasitaire est capable de pénétrer la voie cutanée lors d'une baignade, par exemple. L'anguillulose, qui est également une autre parasitose tropicale, où la forme parasitaire est capable de pénétrer la voûte plantaire lorsqu'on marche nu-pied, en zone tropicale par exemple. Cette pénétration transcutanée peut soit être passive, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un insecte piqueur, confère ce que je viens de dire juste avant, pour le paludisme par exemple, où là le parasite pénètre à la voie transcutanée, mais il faut l'intervention d'un insecte. Un autre mode de transmission, il y a juste un parasite qui peut se transmettre par voie sexuelle. C'est le cas du Trichomonas vaginalis, qui est une infection sexuellement transmissible. C'est à peu près le seul, je pense, en parasitologie qui se transmet par cette voie. Ce n'est pas la voie majeure en parasitologie. Il y a également un mode de transmission transplacentaire, donc de la femme enceinte au fœtus ou nouveau-né. C'est le cas de la toxoplasmose pendant la grossesse, qui peut être transmise de la mère à l'enfant. Enfin, deux autres modes de contamination qui sont, eux, beaucoup moins fréquents, c'est pour ça que je les ai mis un peu en plus petit, mais qu'il faut avoir quand même à l'esprit. Le mode transfusionnel, c'est le cas pour deux parasitoses sanguines que sont le paludisme et la trypanosomiase, la maladie du sommeil. Et le mode par transplantation d'organes, c'est surtout le cas pour le paludisme. Lorsqu'on transplante un organe solide type rein, foie, poumon d'un donneur à un receveur, il peut y avoir des cas où on transmette un parasite via ce mode de transmission. Un petit peu de classification. Donc les parasites, on peut les classifier de différentes manières, soit selon leur localisation. On parle d'ectoparasites pour les parasites externes, les parasites de la peau et des cavités accessibles,
Exemple, les poux sont des parasites externes, les tiques, la gale, les punaises, toutes ces parasitoses cutanées sont des ectoparasites. À l'inverse des ectoparasites, il y a les endoparasites, c'est-à-dire les parasites des cavités profondes, les tissus, le tube digestif, le sang. À titre d'exemple, je vous ai remis ici le paludisme, Plasmodium, l'agent du paludisme, qui est un endoparasite, puisque c'est un parasite intra-érythrocytaire qui n'est capable de survivre qu'à l'intérieur des globules rouges. Le ténia également, vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exemple que j'ai présenté avec le cycle parasitaire du ténia, c'est un endoparasite, puisque c'est un parasite du tube digestif. On peut classifier également les parasites selon le type d'infection, soit ce sont des infections intracellulaires, soit ce sont des infections extracellulaires. Donc toujours le même, le paludisme qui est un agent intracellulaire qui ne peut survivre qu'à l'intérieur d'une cellule, et à l'inverse, notre ténia qui lui, puisqu'il fait 10 mètres, ne rentre absolument pas dans une cellule, et qui est un parasite donc extracellulaire. Mais la classification que l'on retient le plus souvent, c'est celle-ci. Il y a 3 grands groupes que je vais détailler juste après. Les protozoaires, les helminthes, également appelés vers, et les arthropodes. Pas forcément la classification la plus simple, mais c'est celle qui est retenue. Donc premier sous-groupe, les protozoaires. Qu'est-ce que sont les protozoaires? Ce sont des micro-organismes, des parasites, on est toujours en parasitologie, unicellulaires. Je vous ai dit tout à l'heure dans le tableau d'introduction qu'il pouvait y avoir des parasites soit unicellulaires, soit pluricellulaires. Les protozoaires sont toujours unicellulaires. Toujours microscopiques, eucaryotes, c'est-à-dire avec un noyau, et mobiles. Quelques exemples, on retrouve toujours les mêmes. Plasmodium, les agents du paludisme, la toxoplasmose, la leishmaniose, la maladie du sommeil, le trichomonas, le seul parasite qui se transmet par voie sexuelle, la giardiase, les amibiases, toutes les parasitoses digestives, tropicales ou non, ce sont des protozoaires. Deuxième sous-groupe, les helminthes. Donc c'est un mot un peu compliqué qui désigne en réalité des vers. Donc les vers, à l'inverse des protozoaires qui sont unicellulaires, les vers sont des métazoaires, c'est-à-dire des organismes toujours pluricellulaires, plusieurs cellules, et dont les tissus sont un peu plus différenciés que les protozoaires. Ils sont toujours eucaryotes, comme tous les parasites, et invertébrés. Ce sont des endoparasites, donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais des vers des cavités accessibles des vers de la peau, c'est toujours des endoparasites, des parasites des cavités profondes. Et ils peuvent être soit microscopiques ou macroscopiques. La diversité des tailles est extrêmement grande. Donc, parmi les helminthes, il y a 2 sous-groupes. Les vers que l'on appelle ronds et les vers que l'on appelle plats. Les vers ronds, on les appelle nématelminthes. Il manque un T d'ailleurs, nématelminthes. Donc vers rond, c'est-à-dire que quand vous regardez la section du ver, c'est une section type spaghetti, c'est-à-dire que la section est ronde. Donc il y a plusieurs exemples. L'oxure qui fait à peu près 1 à 2 cm, qui est un ver à section ronde. Ici l'ascaris, une spaghetti un peu plus épaisse, qui fait 20 cm de long et qui est un peu plus épaisse, qui est assez grosse. Et ici un ver qui est microscopique, absolument pas visible à l'œil nu, qui est l'anguillule, qui est également un ver à section ronde. A l'inverse, il y a les vers plats, les platelminthes. Donc la section n'est pas plate, on n'est pas dans les spaghettis, on est dans la tagliatelle. Donc vous voyez l'image, la section est plate, comme le ténia, j'espère que vous n'allez pas avoir des tagliatelles à midi. Comme le ténia, donc une tagliatelle de 4 à 10 mètres de long. Un petit ver ici, l'échinococose, qui fait 1 à 2 cm, qui est un ver plat également. Et ici, le ver de la bilharziose, on a l'impression qu'il est rond, mais en fait, c'est un ver plat qui a tendance à se recourber sur lui-même, enfin, qui se recourbe sur lui-même, donc qui donne un aspect rond, mais qui est en fait un ver plat.
Troisième sous-groupe, les arthropodes. Donc les arthropodes, on est toujours dans les parasites. Qui dit parasite dit eucaryotes. Ce sont des eucaryotes invertébrés et pluricellulaires. Ces arthropodes sont dotés d'une cuticule, c'est-à-dire d'un squelette externe, un exosquelette. Et ils sont dotés également d'appendices locomoteurs articulés, autrement appelés pattes. Ici, vous la reconnaissez sûrement, c'est la puce. Donc l'exosquelette et les appendices, là, les pattes qui lui permettent de sauter. Ici, l'agent le morpion, Phtyrus pubis, son petit nom latin, le fameux binôme linéen, là, linné. Petit nom latin, Phtyrus, c'est le nom de genre, pubis, c'est le nom d'espèce, toujours en latin. C'est le morpion. Et au sein de ces arthropodes, il y a les insectes. Donc les insectes répondent à l'organisation tête, thorax, abdomen, plus 3 paires de pattes. Exemple, la tique, le pou, mais il y en a d'autres. Et à l'inverse des insectes, il y a les acariens qui répondent à l'organisation tête, corps, 4 paires de pattes. Je vous ai mis ici l'exemple d'un parasite microscopique qui est le parasite de la gale, où il y a 4 paires de pattes, une ici en haut à droite, une en haut à gauche, une en bas à gauche et une en bas à droite. Donc dans ces arthropodes, il y a également 2 autres groupes, le groupe des arachnides, les araignées, des crustacés, des myriapodes, mais qui ne sont pas des parasites, des agents de parasitose chez l'homme, dont on parlera moins. Seuls les insectes et les acariens, donc les 2 premiers, sont hématophages, c'est-à-dire capables de se nourrir d'un repas sanguin. Et ce sont des ectoparasites, donc des parasites externes, cutanés, qui peuvent également être vecteurs de maladies. Donc un exemple, pour mélanger un peu toutes les notions que l'on vient de voir, le paludisme, qui est une parasitose tropicale, qui est transmise par la piqûre d'un insecte anophèle, femelle, un moustique. Donc l'anophèle est le vecteur du paludisme, mais l'anophèle est également l'hôte définitif, parce que lors du cycle parasitaire que je ne détaillerai pas ici, c'est juste un exemple, lors du cycle parasitaire, l'anophèle héberge la forme sexuée du parasite. L'homme, quand il est piqué par une anophèle, se comporte comme un hôte intermédiaire, c'est-à-dire qu'il héberge la forme asexuée du parasite. Vous voyez qu'il y a une évolution sous différents stades parasitaires chez l'homme. Et l'homme est également un hôte du parasite. Donc ici, un cycle avec 2 hôtes, le moustique et l'homme. Il n'y a pas d'intervention du milieu extérieur. Un autre exemple, la toxoplasmose, où là, la toxoplasmose, il n'y a pas de vecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent qui transmet directement le parasite, comme le moustique peut le faire pour le paludisme. Là, la toxoplasmose peut se transmettre de différentes façons, mais toujours par voie orale. Il n'y a pas besoin d'un vecteur. On peut se contaminer via des selles souillées par des zoocystes, qui est un stade parasitaire de la toxoplasmose, des selles de chatons souillées par des zoocystes. Lorsqu'on va toucher des selles éventuellement contaminées et qu'on porte les mains à la bouche, on peut contracter la toxoplasmose. Deuxième mode de contamination pour la toxoplasmose, l'ingestion toujours de ces fameux zoocystes sur des légumes insuffisamment lavés, qui ont été en contact avec des selles d'animaux contaminés. Troisième mode de contamination de la toxoplasmose, l'ingestion de kystes, cette fois-ci, dans des muscles animaux de bovins, d'ovins, dans la viande insuffisamment cuite. Donc c'est toujours un mode de contamination par voie orale. Il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'agent qui transmet le paludisme. Et le dernier mode de contamination de la toxoplasmose, c'est la voie transplacentaire. Donc pendant la grossesse, la mère éventuellement contaminée pendant la grossesse peut transmettre la toxoplasmose au fœtus à naître. Un troisième exemple,
Un cycle avec un hôte intermédiaire, encore, c'est la bilharziose, c'est une parasitose tropicale. Enfin, je dis tropicale, mais depuis quelques années, il y en a en Corse, donc c'est plus tant tropical que ça. Mais avant, jusqu'à quelques années, c'était strictement tropical. C'est une parasitose où on se contamine en se baignant dans des eaux contaminées par des larves. La forme parasitaire est capable de passer au niveau transcutané de manière active. Il n'y a pas besoin d'insectes, elle passe toute seule. Une fois qu'elle a migré au niveau cutané, elle va avoir un tropisme pour le réseau veineux. Elle va atteindre la circulation sanguine. Et selon l'espèce de bilharziose, il y a plusieurs espèces au sein du genre des bilharzioses, soit elle va migrer au niveau du plexus veineux intestinal, soit au niveau du plexus veineux urinaire, vésical en particulier. Arrivée à sa destination, elle va pondre des œufs qui vont, selon les espèces, être émis soit dans les urines, soit dans les selles. Et ces œufs, pour que le cycle parasitaire tourne et soit pérenne, doivent absolument repasser par un mollusque d'eau appelé bulin, un escargot. Ces œufs doivent absolument repasser par ce mollusque pour redevenir infestants. C'est un élément indispensable au cycle parasitaire. Une fois que les œufs sont passés par ce mollusque, le mollusque va libérer la forme infestante dans l'eau et qui va pouvoir contaminer un nouvel hôte. Donc vous voyez que dans ce cycle, il y a plusieurs hôtes. Le mollusque, qui est un hôte intermédiaire puisqu'il héberge la forme asexuée du parasite. L'homme, qui est l'hôte définitif puisqu'il héberge la forme sexuée du parasite. Et l'intervention du milieu extérieur pour ce cycle. Donc voilà 3 exemples pour illustrer un peu toutes les notions que l'on vient d'aborder, cycle parasitaire, vecteur, hôte définitif, hôte intermédiaire et tout ça. Quelles sont les types de relations hôte-parasite? Donc une fois qu'un hôte est contaminé par un parasite, le conflit entre le parasite et son hôte peut s'étendre soit du portage asymptomatique, c'est-à-dire que l'on peut héberger le fameux ténia par exemple pendant plusieurs mois, plusieurs années, sans forcément s'en rendre compte. Le portage est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes. Mais le conflit peut également être de type aigu, c'est-à-dire que le parasite, lorsqu'il est présent chez l'homme, induit des signes cliniques assez criants, une maladie qui est un tableau clinique aigu, ou alors un tableau clinique chronique. La virulence parasitaire est diverse, et la pathogénicité du parasite est liée à la quantité de parasites. C'est assez logique. Plus il y a parasites, plus on a tendance à se dire qu'on va avoir des signes cliniques importants. Et la virulence du parasite est également liée à la capacité des parasites à contourner les défenses de l'autre. En effet, il y a certains parasites qui sont capables de contourner le système immunitaire de l'hôte et d'ainsi de se protéger des défenses de l'hôte. La pathogénicité du parasite est liée au parasite lui-même, par action spoliatrice. Et plus il y a de parasites, plus le parasite va avoir une action spoliatrice. Donc c'est le cas d'un parasite que l'on appelle l'ankylostome, qui lorsqu'il est présent au niveau du tube digestif, va être capable de grignoter les cellules du tube digestif, induisant des saignements chroniques qui peuvent entraîner chez l'hôte une forte anémie. L'action du parasite peut être également toxique, c'est-à-dire que le parasite va émettre des produits toxiques pour l'hôte. C'est le cas lors d'une piqûre d'arthropode, par exemple. Quand on se fait piquer par un arthropode, l'arthropode émet des produits toxiques et l'on voit bien la réaction de l'hôte, c'est-à-dire un gros placard érythémateux lorsqu'on se fait piquer. L'action toxique du parasite peut se traduire également par la production de métabolites qui vont être toxiques pour l'hôte. C'est le cas par exemple du paludisme, où lorsque le cycle du paludisme va tourner chez l'homme, qui est hôte intermédiaire, il va y avoir production d'un pigment que l'on appelle l'hémozoïne. Et ce pigment qui est un déchet du métabolisme du parasite, c'est ce pigment qui va être toxique pour l'hôte et qui va induire le signe clinique principal du paludisme, qui est la fièvre.
L'action du parasite peut être aussi irritative, c'est-à-dire que le parasite va être capable de générer des spasmes intestinaux, par exemple, ou des diarrhées, une toux irritative. La pathogénicité du parasite peut être également par action mécanique, ça c'est assez fréquent, et plus il y a de parasites, plus l'action est grande. Exemple, le plasmodium. Je prends la pelote d'ascaris, c'est plus parlant. L'ascaris, donc, c'est ce fameux ver de 20 cm de long, qui lorsqu'il est présent en grande quantité, donc en général il n'y a pas qu'un seul ascaris, on peut avoir 1, 2, 3, jusqu'à des dizaines d'ascaris qui vont, donc un ver de 20 cm de long, vous imaginez en avoir 20 dans le tube digestif, ça va former ce qu'on appelle une pelote, et cette pelote de dizaines de vers de 20 cm de long va être capable de générer une occlusion intestinale. C'est ça ce qu'on appelle une action mécanique. Par action mécanique, ça va obstruer l'intestin. Il y a certains vers qui ont également une action perforatrice, c'est le cas de l'ankylostome tout à l'heure, où je vous ai dit qu'il était capable de grignoter la paroi intestinale, ou une action type compression, donc voilà la pelote d'ascaris, une photo, ou une action à type de compression. Donc pour illustrer, je vous ai mis cette photo de kyste hydatique, où tout le parasite, c'est ce qu'on voit, une espèce de gelée jaune doré là, qui comprime totalement l'organe ici présent, qu'est le foie. La pathogénicité du parasite peut également se traduire par une réaction inflammatoire. Le parasite va générer autour de lui une inflammation très importante qui peut générer un granulome, c'est-à-dire un amas de cellules, un afflux de cellules type de globules blancs. Et enfin, le parasite est capable de générer une hyperéosinophilie. C'est vraiment le signe biologique le plus fréquent lors des parasitoses. L'hyperéosinophilie, donc c'est l'augmentation de la lignée des polynucléaires éosinophiles, visible sur une numération formule sanguine classique. C'est le cas classique Hyperéosinophilie, c'est l'augmentation de la lignée des polynucléaires éosinophiles. Donc quand vous faites une prise de sang classique, sur une numération formule sanguine, on vous mesure les globules blancs, les globules rouges, l'hémoglobine, les plaquettes. Et dans les globules blancs, il y a différentes lignées. L'éosinophile est une des lignées des globules blancs. Et donc, cette lignée augmente lorsqu'il y a un parasite. En particulier, les parasites, les helminthes, les vers, génèrent de fortes hyperéosinophilies, et c'est ce signe en général qui alerte sur la présence éventuelle d'un parasite. Quelques particularités propres aux parasites. Il y a des parasites, certains, pas tous, qui ont une très grande longévité. Donc très grande longévité, je m'entends au sein de leur hôte, l'être humain. Certains parasites peuvent vivre des dizaines d'années. Un ténia, s'il passe inaperçu, peut vivre au sein de votre tube digestif pendant des dizaines d'années. L'anguillulose, par exemple, qui est la parasitose tropicale dont j'ai parlé tout à l'heure, est une parasitose tropicale que l'on peut héberger pendant 10, 20, 30, 40 ans, sans forcément s'en apercevoir. Donc les parasitoses sont graves parce que par accumulation, plus il y a de parasites, plus c'est éventuellement grave, et par leur persistance, comme je viens de dire, parce que ce sont certains parasites, pas tous, peuvent survivre de très longues années sans générer un tableau clinique particulier. Et donc les parasites sont graves aussi par méconnaissance. Il faut savoir y penser. Le paludisme, ça passe jamais inaperçu, parce qu'on a de la fièvre et on est dans un sale état. Mais il y a d'autres parasitoses, comme le ténia, l'oxure, l'anguillulose, qui peuvent passer totalement inaperçus, et il faut savoir y penser. Savoir y penser, donc l'interrogatoire du patient est primordial. Je vous ai dit qu'il y avait des parasitoses autochtones, des parasitoses tropicales. Donc il faut penser à demander l'origine du patient, de quel pays vous venez, de quel pays dans quel pays avez-vous voyagé, récemment ou pas. Je vous ai dit qu'il y avait des parasites qui peuvent persister pendant plusieurs années. Donc est-ce que vous avez voyagé en zone tropicale il y a un mois, mais également il y a 1 an, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Quel est votre mode de vie? Je vous ai dit qu'il y avait des parasitoses qui étaient liées à la présence d'un chat, par exemple, ou à la présence d'ovins, de bovins. Quel est le mode de vie?
Quelles sont les habitudes alimentaires? Je vous ai dit qu'on pouvait également se contracter différentes parasitoses par ingestion de viande insuffisamment cuite. C'est sûr que quelqu'un qui dit qu'il ne mange jamais de tartare de bœuf, on peut de suite écarter un ténia, puisqu'il n'y a que ce mode de contamination pour le ténia. Avez-vous pris un traitement récemment, notamment pour le paludisme? C'est une question importante à poser. Voilà. L'interrogatoire du patient est primordial tout le temps, mais surtout en parasitologie, pour éventuellement évoquer la présence d'un parasite. Quels sont les signes cliniques associés aux parasitoses? Donc, le signe clinique classique le plus fréquent, ce sont les troubles digestifs. Douleur abdominale, troubles du transit, diarrhée, constipation, alternance diarrhée-constipation. À type de dysentérie, donc de forte diarrhée, la diarrhée tropicale. Donc il y a plusieurs parasites qui peuvent générer ça, l'amibiase, la cryptosporidiose, je vous ai mis des exemples. Mais les troubles digestifs à type de diarrhée sont également l'apanage des helminthiases, c'est-à-dire des parasitoses liées aux helminthes, les fameux vers, qu'ils soient ronds ou plats, génèrent assez fréquemment des diarrhées. Les signes cliniques peuvent être hématologiques, avec une perturbation de la numération formule sanguine. On peut avoir la lignée des globules rouges qui est atteinte avec une anémie, diminution du taux d'hémoglobine, comme dans le cas du paludisme, de l'anguillulose, mais pas que. Une pancytopénie, c'est-à-dire une diminution des 3 lignées principales de la numération formule sanguine, une diminution du taux d'hémoglobine, anémie, une diminution des plaquettes, thrombopénie, et une diminution des polynucléaires neutrophiles, neutropénie. Quand les 3 lignées sont diminuées, on appelle ça une pancytopénie. Et il y a des parasites, dont la leishmaniose par exemple, qui ont tendance à générer des pancytopénies de manière assez fréquente. L'hyperéosinophilie, j'en reparle ici, j'en avais déjà parlé. C'est vraiment le critère classique en parasitologie, l'augmentation de la lignée des polynucléaires éosinophiles, qui est le signe assez fréquent pour les infections à vers, les parasitoses à vers, les helminthes. On peut avoir des atteintes spécifiques d'organes, comme une hépatomégalie, augmentation du volume du foie, comme dans l'idatidose, l'amibiase, la leishmaniose viscérale. On peut avoir également des splénomégalies, augmentation du volume de la rate, comme dans le paludisme, la leishmaniose. On peut avoir des atteintes pulmonaires, qui peuvent aller jusqu'à la détresse respiratoire, avec pour exemple la toxoplasmose chez le patient immunodéprimé, donc le patient atteint par le virus du VIH, le patient sous corticoïdes au long cours, le patient d'hématologie avec des traitements immunosuppresseurs très forts, le patient transplanté d'organes, qui est immunodéprimé également, peut faire une toxoplasmose de l'immunodéprimé et présenter une détresse respiratoire. Des signes de tumeur pulmonaire, j'ai mis tumeur entre guillemets parce que ce n'est pas le tumeur dans le sens cancérigène, mais plutôt dans le sens qu'il provoque une masse qui donne l'aspect d'une tumeur à l'imagerie, comme le kyste hydatique, la fameuse photo que je vous ai présentée tout à l'heure avec cette gelée jaune, qui, lorsque le parasite a bien évolué, comprime totalement le foie, mais ça peut être le cas dans le poumon aussi. Il peut y avoir des signes génitaux, donc c'est essentiellement le cas pour la trichomonose vaginalis, qui est une infection sexuellement transmissible, mais c'est également le cas pour la bilharziose, cette fameuse parasitose tropicale, donc je vous ai présenté le cycle avec le bulin, là, le mollusque tout à l'heure, qui va donner des signes urinaires à type d'hématurie, donc présence de globules rouges dans les urines, présence de sang dans les urines, et qui peut également provoquer des granulomes vésicaux. Les signes cliniques associés aux parasitoses peuvent également être neurologiques, à type de céphalée, maux de tête, syndrome neuroméningé, qui peuvent aller jusqu'au coma. C'est le cas de la maladie du sommeil, par exemple, du paludisme dans sa forme neurologique, que l'on appelle le neuropaludisme, qui est une forme gravissime pour l'homme, parce que c'est la seule forme mortelle du paludisme. La toxoplasmose de l'immunodéprimé, dont j'ai parlé précédemment pour les signes pulmonaires, ça peut également donner des signes neurologiques. La cysticercose, qui est due à une espèce de ténia, qui peut migrer au niveau neurologique. Les signes peuvent être cutanés,
à type de prurite, c'est-à-dire ça démange. C'est le cas pour les ectoparasites, les parasites externes, la gale, les poux, mais également pour des parasitoses, certaines parasitoses à vers. L'anguillulose, par exemple, génère lorsqu'on se contamine, génère un prurite assez important. On peut avoir des lésions suintantes, ulcéreuses, pour les leishmanioses, par exemple. Certains parasites peuvent donner des septicémies. C'est le cas des parasitoses de l'immunodéprimé chez le patient fragilisé par des traitements immunosuppresseurs, par une infection par le VIH, par des corticoïdes au long cours. On peut avoir une parasitose opportuniste, comme la toxoplasmose, qui peut migrer au niveau de la circulation sanguine et disséminer par voie sanguine, ce qu'on appelle une septicémie. Voilà pour les notions générales en parasitologie. On va aborder maintenant les notions générales en mycologie. Donc la mycologie, on n'est plus dans les parasites, on quitte le monde des parasites pour le monde des champignons, qui est un monde qui n'a rien à voir. Les champignons, également appelés mycètes, sont des organismes d'origine végétale qui sont capables d'utiliser les cellules de l'hôte pour se multiplier. Les champignons sont des eucaryotes, comme les parasites, et sont doués de reproduction sexuée et asexuée. Ils sont formés d'un thalle. Alors, le thalle, c'est ce qu'on appelle le filament. Pour l'aspergillus, en bas à droite, c'est l'espèce de filament que l'on voit plutôt sur le bas de la photo. Ici, sur la photo en haut, ce sont l'espèce de traits, là, les filaments. C'est ça qu'on appelle un thalle. Et ces thalles sont responsables de la production de spores. Donc les spores, ce sont tous les petits ronds que vous voyez sur les deux photos. Les champignons ne sont pas des plantes, ne sont pas des animaux, c'est vraiment un règne à part, c'est le règne des champignons. Cette diapo, c'est pour vous dire que des champignons, il y en a des millions, des milliards, mais qu'en pathologie humaine, il y en a vraiment 15, 20, 30 qui reviennent assez souvent, qui sont des pathogènes classiques chez l'homme. Au niveau de la classification, il y a des macromycètes. Donc qui dit macro dit microscopique. Qui dit macro dit macroscopique. Mycètes champignons, donc des champignons macroscopiques. Ce sont les champignons des bois que vous connaissez tous. Les bolets, les cèpes. Malheureusement, ce ne sont pas eux qui vont nous intéresser, ce ne sont pas les macromycètes. Ce qui nous intéresse en pathologie humaine et en mycologie médicale, ce sont les micromycètes, donc microscopiques, mycètes champignons. Champignons microscopiques. Et à l'intérieur des micromycètes, il y a les champignons qu'on appelle les levures, avec le genre Candida, Candida sp, pour désigner toutes les espèces d'un même genre. Et le deuxième groupe, ce sont les champignons filamenteux, également appelés moisissures, et dermatophytes. Il y a également un troisième groupe que j'ai mentionné ici, mais qui est vraiment à la marge, qu'on appelle champignons dimorphiques. Ce sont eux, ces micromycètes, qui sont des pathogènes pour l'homme. Donc tout d'abord, les levures. Les levures sont constituées d'un thalle qui est unicellulaire, de forme arrondie, et qui est capable de bourgeonner, c'est-à-dire de former des petits comme ça, bourgeons pour se multiplier. Et les éléments bourgeonnants sont appelés des spores ou des blastospores. Ce sont les petits ronds ici présentés sur la photo. Ces champignons, levures, sont cultivables in vitro au laboratoire. Donc c'est quelque chose que l'on voit au microscope et que l'on peut cultiver sur des boîtes de pétri ou en labo. Le genre principal, c'est le genre Candida. J'aurais dû mettre Candida sp d'ailleurs pour désigner tout le genre. Et à l'intérieur du genre Candida, l'espèce la plus fréquente, c'est Candida albicans. Une autre levure, il y a le genre Cryptococcus, que j'ai également mentionné ici, non pas par sa fréquence, parce qu'il est beaucoup plus rare, mais par sa gravité, parce que c'est un champignon responsable d'infections fongiques gravissimes chez l'immunodéprimé. Après les levures, les champignons filamenteux, également appelés moisissures. Les moisissures sont formées d'un thalle pluricellulaire, donc vous voyez ces filaments avec ces petits septa, là, ces petites cloisons. Donc chaque cloison délimite une cellule.
voyez qu'il y a plusieurs cellules, donc on est pluricellulaire. C'est assez rectiligne, c'est tubulaire, et ça forme ce qu'on appelle un filament mycélien, un filament fongique. Ces champignons filamenteux, ces moisissures, sont également cultivables au laboratoire, c'est-à-dire que quand vous les mettez sur une boîte de pétri, vous les incubez à 35 degrés, 37 degrés, ils sont capables de pousser en labo, in vitro. Les moisissures sont des champignons opportunistes. Opportunistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont capables de profiter d'une faiblesse de leur hôte pour se multiplier. Parmi les moisissures, le genre le plus fréquent, et de loin le plus fréquent, c'est le genre Aspergillus sp, peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Et au sein du genre Aspergillus sp, l'espèce la plus fréquente, c'est Aspergillus fumigatus. Je vous ai mis des photos ici, avec toujours l'organisation thalle et spore. À côté de ces moisissures, on a des champignons filamenteux que l'on appelle dermatophytes. Donc les dermatophytes, ce sont des champignons filamenteux exigeants en kératine, qui ont besoin de kératine pour leur multiplication. Donc les endroits où on a la kératine chez l'homme, ce sont la peau et les fanères. Les fanères, ce sont les ongles, les cheveux et les poils. Donc ce sont des champignons qui vont affecter la peau et les fanères, spécifiquement. Parmi les plus fréquents, il y a ceux du genre Trichophyton sp ou du genre Microsporum sp. Je vous ai mis des exemples d'espèces ici. Donc vraiment deux groupes différents. Les dermatophytes, qui sont les champignons des ongles, des cheveux et des poils, de la peau. Et les moisissures, ce sont les mêmes moisissures que vous retrouvez sur les fruits qui ont moisi à la maison, par exemple, qui sont opportunistes et qui sont capables d'infections vraiment profondes, plus profondes et d'infections systémiques. Donc comment va interagir le champignon avec son hôte? Il va être capable, pour certaines espèces, de sécréter des toxines. C'est le cas de Aspergillus flavus, par exemple, qui est capable de produire une toxine extrêmement toxique, qui s'appelle mycotoxine. Mais les champignons sont essentiellement pathogènes. Leur pathogénicité est liée à des facteurs de virulence. Ils sont capables d'adhérer aux cellules épithéliales, aux cellules endothéliales, à du matériel étranger, un cathéter, une sonde, de coloniser ce matériel ou de coloniser ces cellules, de filamenter, c'est-à-dire de faire leur thalle, là, de produire leur filament. Et la production de ce filament leur permet de pénétrer à l'intérieur des tissus et de générer leur pouvoir pathogène. Ils sont également capables de sécréter des protéases qui sont virulentes pour leur hôte. Certains champignons, pas tous, sont allergisants, essentiellement les champignons filamenteux. Et la partie qui est allergisante, c'est vraiment la spore, les petits ronds là sur les photos, qui est vraiment un allergène pour certains hôtes. Les agents fongiques, quel est leur biotope? Les moisissures, les champignons, on les retrouve partout. Si on fait un prélèvement d'air dans cet amphi, on retrouvera des moisissures en quantité non négligeable. On en respire tous actuellement, des moisissures. Donc on en trouve dans l'air, on en trouve beaucoup plus dans le sol, en particulier le sol avec des végétaux en décomposition, la forêt, les sous-bois, le compost. On en trouve également chez nous, à l'intérieur des maisons. La VMC de la salle de bain, là, quand elle est toute noire, ce sont des moisissures. Les poussières, c'est plein de moisissures. Les plantes. Il y a des moisissures également dans l'alimentation, dans le thé, sur les fruits. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, ces fruits moisis. Les légumes. Il y en a sur certains animaux sont capables d'héberger certains champignons filamenteux, c'est plutôt pour les dermatophytes. Certains hommes également, lorsqu'ils sont atteints, hébergent des champignons filamenteux comme les dermatophytes. Donc vous avez peut-être déjà tous entendu quelqu'un qui avait une lésion au niveau des espaces interorteils du pied, avec des dépôts blanchâtres, ça c'est du champignon. Et les champignons, on les rencontre également au niveau de notre flore intestinale. Je vous ai dit au début que Candida albicans était une levure commensale de notre tube digestif. On a tous du Candida albicans au sein de notre tube digestif de manière normale. On a tous du Candida, un autre, pas l'albicans, mais un autre, au niveau de notre flore cutanée de manière normale. Les flores sont des biotopes de levure ou de moisissure. Quelles sont les applications de ces champignons?
Ça, c'est quelque chose qui va plus vous parler. On utilise les moisissures en particulier dans l'affinage des fromages. Penicillium camemberti pour le camembert. Penicillium roqueforti pour le roquefort. Vous voyez que c'est le même genre, Penicillium, mais qu'il y a deux espèces, Penicillium camemberti et Penicillium roqueforti. Tout ça, ça appartient au genre Penicillium sp. Les moisissures interviennent également dans la production des saucissons, dans les ferments lactiques, dans les ingrédients culinaires. Saccharomyces cerevisiae, ça parle à quelqu'un? Où est-ce qu'on peut le rencontrer? Dans la bière. L'industrie pharmaceutique utilise également des moisissures type champignons filamenteux pour la production d'antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui sont produits sur des lits de moisissures. On les utilise en biotechnologie et ce sont également des probiotiques. Vous connaissez tous l'ultralevure que l'on prend quand on a des désordres digestifs et qui sont constitués d'un Saccharomyces. Alors, ce n'est pas la même que précédemment, mais c'est une autre espèce de Saccharomyces qui est donc à utilisation de probiotiques. Quels sont les modes de contamination pour les levures? Je vous ai dit que les levures, on en avait plein la flore digestive, plein la flore cutanée, plein la flore vaginale chez les femmes. Et donc, on peut se contaminer à partir de cette flore endogène qui est commensale. Cette flore peut, entre guillemets, se retourner contre nous dans certaines situations. Donc, Candida albicans, c'est commensal du tube digestif, la flore oropharyngée aussi, j'ai oublié. En cas d'une faiblesse de l'hôte, d'une rupture de l'équilibre champignon-hôte, lors d'un traitement une antibiothérapie par exemple, lors d'une situation de fragilité type chirurgie extrêmement lourde, lors d'un traitement immunosuppresseur, l'hôte va être fragilisé et la levure, présente de manière commensale au sein de différentes flores, peut se multiplier localement et devenir un pathogène opportuniste parce qu'elle profite de la faiblesse de l'hôte pour se multiplier. C'est le cas par exemple ici d'une mycose buccale à Candida albicans. Nous n'avons pas tous, mais 2/3 d'entre nous ont du Candida albicans au sein de la flore oropharyngée. Et lors d'un traitement antibiotique par exemple, ou d'une faiblesse de l'hôte, le Candida albicans peut profiter de cette faiblesse et devenir opportuniste, se multiplier et devenir pathogène, et générer ainsi une mycose buccale. Pour les champignons filamenteux, comment est-ce qu'on se contamine? Je vous ai dit que les champignons filamenteux, il y en avait partout autour de nous dans l'environnement. Et le mode de contamination se fait par les spores, les fameux petits ronds là, qui sont microscopiques. Et donc, qui dit microscopique, leur taille est assez infime pour pouvoir pénétrer jusque dans l'arbre pulmonaire. Donc, on peut se contaminer via l'air ou via le contact des sols, avec le sol ou avec les animaux. On peut se contaminer par contact cutané à partir d'un animal. C'est le cas essentiellement pour les dermatophytes. Je vous ai mis ici le cas une photo d'une dermatophytose, une dermatophytie, que l'on appelle également herpès circiné, qui est une lésion à dermatophytes, les fameux champignons exigeants en kératine. Et cette lésion est due à un contact avec un chat qui était également contaminé. La transmission peut être interhumaine par contact. Essentiellement pour les dermatophytes ici, je remets l'exemple de l'intertrigo plantaire. Donc, ceux qui vont à la piscine ont peut-être eu des mycoses entre les orteils, au moins une fois dans leur vie. C'est le pied d'athlète, donc c'est des peaux blanchâtres que l'on peut avoir au niveau interorteil. C'est une mycose à dermatophyte, et c'est une mycose que l'on peut transmettre de manière interhumaine par contact cutané. Quels sont les signes cliniques associés aux mycoses? Il peut y avoir des mycoses superficielles ou des mycoses profondes, qui n'ont pas du tout la même gravité. Donc là, dans les mycoses superficielles, on est dans des mycoses plutôt pas graves ou peu graves, avec les candidoses des muqueuses, qui sont essentiellement dues au genre Candida, Candida sp. On peut avoir des candidoses oropharyngées, buccales, digestives, génitales. Partout, on a du candida de manière commensale. Le candida peut se retourner contre nous et générer une candidose des muqueuses. Je vous ai mis des photos ici, une candidose chez l'enfant ou une candidose vaginale. On peut avoir
Une candidose urinaire également. Toujours dans les mycoses superficielles, on peut avoir des lésions cutanées, à type de lésions inflammatoires. Pour celles ou ceux qui ont éventuellement des enfants, ça c'est les fesses rouges du nouveau-né, c'est une candidose, une mycose superficielle, qui n'a rien de grave, à type de lésion inflammatoire. Les onychomycoses, les mycoses des ongles, des mains, des pieds. Onychomycose à Candida sp, c'est également une mycose superficielle. Les dermatophytes dont j'ai parlé, donc quand les dermatophytes, c'est les champignons qui ont cette affinité pour la kératine, atteignent les cheveux, on appelle ça une teigne. Quand l'atteinte est au niveau des ongles, on appelle ça un onyxis. Quand l'atteinte est au niveau des plis, on appelle ça des intertrigaux, donc plis axillaires, plis inguinal, plis sous-mammaires. Et quand l'atteinte est au niveau de la peau, on appelle ça une épidermophysie ou un herpès circiné. Donc herpès circiné, c'est un terme qui prête un peu à confusion parce qu'il y a le mot herpès. Herpès, c'est un virus, n'a rien à voir avec... cet herpès circiné n'a rien à voir avec le virus de l'herpès, mais bon, c'est son nom. À l'inverse des mycoses superficielles, on peut avoir des mycoses profondes, invasives. Donc là, la gravité n'est pas du tout la même. Ce sont des mycoses beaucoup plus graves. On peut avoir des candidoses profondes via le tube digestif, via une dissémination par voie sanguine, via la présence d'un matériel étranger. Je vous ai dit tout à l'heure que le champignon était capable, les candidats étaient capables d'adhérer à du matériel étranger, les sondes, les cathéters, centraux, périphériques. Une fois qu'il a adhéré, le champignon peut disséminer par voie hématogène, par voie sanguine, et aller se loger dans le premier organe qu'il trouve, le cœur, les articulations, le cerveau, tout est possible. On peut avoir des formes neurologiques, c'est le cas de la cryptococose, qui est une infection fongique rencontrée chez le patient infecté par le VIH ou chez le transplanté d'organes solides sous traitement immunosuppresseur. Dans les mycoses profondes invasives, on peut avoir également des signes pulmonaires, avec l'aspergillose invasive, qui est une mycose profonde gravissime du patient d'hématologie en situation de greffe. On peut avoir des aspergillomes pulmonaires, vous voyez la photo ici, un poumon moisi. On peut avoir des détresses respiratoires avec un champignon qu'on appelle pneumocystis. Des septicémies, c'est-à-dire que le champignon va passer dans la circulation sanguine et va disséminer. C'est le cas pour Cryptococcus, responsable de la cryptococose dont je viens de parler, les aspergilloses, les candidémies en réanimation. Donc tout ça, ce sont des mycoses profondes invasives. Quels sont les facteurs favorisant les mycoses? Il y a des facteurs physiologiques. L'âge, en général, on dit les âges extrêmes de la vie. Le nouveau-né et le vieillard sont plus exposés au risque de mycose. Et en général, ce sont des mycoses là, superficielles, peu graves. La grossesse est également un facteur favorisant les mycoses. Il peut y avoir des facteurs pathologiques. Depuis tout à l'heure, je vous parle des patients infectés par le virus du VIH au stade sida. Le diabète, des hémopathies, donc leucémie, lymphome en traitement immunodéprimant. Il peut y avoir des facteurs médicamenteux, les traitements immunosuppresseurs que l'on donne aux patients qui sont greffés d'organes solides, greffés de foie, greffés de rein, greffés de poumon, traitement anti-rejet. Les corticoïdes au long cours, alors ce n'est pas les corticoïdes que l'on prend sur 3 jours, c'est vraiment des patients qui ont des corticoïdes à forte dose sur des semaines, voire des mois. C'est un facteur favorisant les mycoses. La présence d'un traitement antibiotique, les chimiothérapies, tous les traitements qui vont affaiblir l'hôte. Il y a des facteurs médico-chirurgicaux, et quand on fait des études, ce sont les chirurgies cardiaques et digestives lourdes, qui sont des facteurs favorisant les mycoses. La présence de matériel étranger, donc les cathés, les sondes. Des facteurs physiques, toutes les effractions cutanées, lorsque la barrière cutanée est rompue, quand on a une brûlure grave, quand on a une effraction cutanée importante, c'est la porte d'entrée pour qu'une infection à champignons s'installe. Voilà pour les notions générales en mycologie. On va voir maintenant quelles sont les applications pratiques, les applications diagnostiques au laboratoire. Donc quel est l'objectif? L'objectif, c'est de diagnostiquer, de mettre un nom sur un diagnostic
éventuellement mycologique ou parasitologique, de mettre un nom de germe, de micro-organisme, et d'adapter le traitement à ce germe. En diagnostic, on parle de diagnostic direct. Donc c'est assez simple. Le diagnostic direct, c'est quoi? C'est la mise en évidence directe du parasite. Donc on regarde le microscope, on voit le parasite, c'est du diagnostic direct. On met en évidence, on apporte la preuve de l'implication directe d'un micro-organisme dans une infection. Le diagnostic indirect qui s'oppose au diagnostic direct, c'est quoi? C'est la recherche des anticorps, donc de ce que le parasite provoque chez l'hôte, de la réaction que provoque le parasite chez l'hôte. La recherche des anticorps, également appelée sérologie. Le but, c'est de déterminer le statut immunitaire de l'hôte vis-à-vis d'un parasite ou d'un champignon donné. Donc, dans le premier cas, on met en évidence directement le parasite. Dans le deuxième cas, on met en évidence la production des anticorps générés par la présence du parasite ou du champignon. La première étape du diagnostic, et là vous serez en première ligne dans votre pratique professionnelle, c'est le prélèvement. Donc quand on veut diagnostiquer une infection fongique à champignons ou une infection parasitaire, on passe par un prélèvement. Et les prélèvements en général, donc là ça va au-delà de la parasitologie et mycologie, c'est également valable pour la virologie, la bactériologie, mais on a peut-être déjà dû insister là-dessus sur les autres cours. De la qualité du prélèvement dépend la qualité du résultat et la qualité du diagnostic. Si à la base le prélèvement n'est pas bien réalisé, ça aura des impacts majeurs sur la qualité du résultat et donc la qualité du diagnostic qui en découle. Ces prélèvements sont à réaliser idéalement avant le traitement, que ce soit un traitement anti-champignon, antifongique ou antiparasitaire. Si l'on met un traitement et qu'on fait le prélèvement après, vous comprenez bien qu'on aura éventuellement tué le champignon que l'on cherche. Donc la logique veut qu'on fasse un traitement dans la mesure du possible, un prélèvement avant tout traitement. Ces prélèvements, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des protocoles de prélèvement à respecter. Il y a des règles de recueil, des températures d'acheminement, des vitesses d'acheminement. Il y a certains parasites, certains champignons, mais également certains virus, certaines bactéries qui sont sensibles et qui meurent assez rapidement. Et donc de ce fait-là, il faut acheminer le prélèvement assez rapidement au laboratoire. A l'inverse, il y a des prélèvements qu'il faut acheminer à température ambiante ou à plus 4 degrés. Enfin voilà, il y a des règles qui régissent la manière de prélever. L'interprétation du résultat qui émane du prélèvement va se faire selon les renseignements cliniques. Je vous ai dit que les notions d'immunodépression étaient assez importantes pour interpréter le résultat que l'on va vous rendre, la notion de voyage, la nature des symptômes, est-ce que mon patient est transplanté d'organes, la notion de thérapeutique aussi, est-ce que j'ai fait mon prélèvement avant le traitement ou est-ce que j'ai fait mon prélèvement correctement après le traitement. Tout ça, tous ces renseignements sont importants pour interpréter le résultat que l'on va vous rendre. Donc en mycologie, qu'est-ce que l'on peut avoir en type de prélèvement? À peu près tout, parce que je vous ai dit que les champignons, ça pouvait affecter la peau, les ongles, les cheveux, mais également des cavités profondes, le poumon, le sang, le tube digestif. Donc les prélèvements sont adaptés selon ce que l'on cherche. Ils peuvent être soit superficiels, prélèvement de peau, prélèvement de sel, prélèvement d'ongles, de cheveux, de poils, prélèvement d'urine, prélèvement pulmonaire assez facile, expectoration, ou alors ils peuvent être plus profonds, le prélèvement sanguin, le cathéter, des biopsies, pulmonaires, hépatiques, rénales, du liquide céphalorachidien ou des prélèvements pulmonaires profonds comme une aspiration ou un liquide de lavage broncho-alvéolaire. Donc on peut prélever de tout, mais c'est adapté selon ce que l'on cherche. En parasitologie, je vous ai dit que le signe clinique numéro 1 en parasitologie, c'était les troubles digestifs. Donc le prélèvement qui nous intéresse, ce sont les selles, pour réaliser ce qu'on appelle un examen parasitologique des selles à la recherche des protozoaires, les fameux parasites microscopiques, ou des parasitoses à vers rond, à vers plat, des helminthes, des vers. La parasitose, c'est essentiellement des selles, mais on peut également recevoir des urines. Je vous ai dit qu'il y avait, dans le cycle que je vous ai présenté tout à l'heure avec le mollusque, le cycle de la bilharziose. Il y a une espèce qui peut être migrée au niveau du plexus veineux vésical, et donc les signes cliniques vont être urinaires. Donc dans ces cas-là, ce sont les urines qui nous intéressent.
On peut également avoir des prélèvements sanguins pour le paludisme, par exemple. Le paludisme, je vous ai dit que c'était un parasite endocellulaire qui est capable de survivre à l'intérieur des globules rouges. Donc dans ces cas-là, c'est le prélèvement sanguin. On peut avoir des prélèvements également de liquide de ponction. Quand on a des signes neurologiques, on va être amené à prélever un liquide céphalorachidien, un liquide pleural. Quelles sont ensuite les étapes du diagnostic? Donc une fois qu'on a prélevé, on envoie au laboratoire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les examens de laboratoire? Il y a d'abord un examen microscopique. Donc en mycologie, l'examen microscopique, ça a pour but de mettre en évidence directement le champignon éventuellement présent dans le prélèvement. Je vous ai dit que les champignons, c'était des champignons microscopiques qui étaient visibles avec un microscope classique de laboratoire. Donc des photos à titre d'illustration. Ça, c'est une levure, la fameuse levure du genre Cryptococcus, qui est responsable de syndrome neuroméningé. Vous voyez que ça ressemble un peu à un soleil avec un halo éclairé autour. Ça, c'est quelque chose que l'on voit au microscope et qui est assez facilement reconnaissable. Ici, les aspergillus, les moisissures classiques des fruits et légumes, de l'air ambiant que l'on trouve partout. Ça a une organisation aussi particulière que l'on reconnaît assez facilement. Donc on met le prélèvement entre lame et lamelle, et l'on observe et l'on regarde éventuellement la présence de champignons. Une fois qu'on a fait cet examen direct, on met en culture. Je vous ai dit que les champignons, qu'ils soient levures ou champignons filamenteux, étaient cultivables au laboratoire, in vitro. Donc le but de mettre en culture, c'est quoi? Une fois qu'on l'a vu au microscope, c'est lui donner un nom. On n'est pas capable, à partir de ce que l'on voit au microscope, de donner toujours un nom aux champignons que l'on voit. Donc on le met en culture. Le but, c'est de l'isoler donc, et de lui donner un nom. On met en culture sur différents types de milieux, gélosés, in vitro donc. Et ces géloses, ces boîtes de pétri, contiennent des sucres, des vitamines, des facteurs de croissance, des sels minéraux, tout ce qui est nécessaire à la croissance du champignon. On incube, c'est-à-dire on met au chaud. À 35 degrés, c'est la température la plus proche de la température du corps humain. Ou à 25 degrés, ça c'est pour les dermatophytes, les champignons qui sont sur la peau, les cheveux, les ongles. Leur température de croissance optimale, c'est 25 degrés. Et une fois qu'on a mis en culture, on regarde le lendemain, le surlendemain, et on peut regarder comme ça pendant 15 jours, jusqu'à 15 jours, l'éventuelle présence de champignons. Donc quand il y en a, ça donne quoi? Ça donne ça, pour les candidats, les levures, une boîte de pétri, une gélose, et chaque petit point là, c'est un champignon, une levure. Pour les moisissures, ça a cet aspect. Ça a l'aspect des moisissures que l'on peut trouver sur les fruits qui ont moisi. C'est exactement pareil. Un petit duvet qui là est coloré en vert. On peut avoir des colonies ici qui sont un peu plus crémeuses. Ici, un autre aspect de moisissure. Bon, ça a différents aspects, c'était juste à titre d'illustration. On regarde la couleur, on regarde la taille de la colonie, on regarde l'aspect, et on quantifie. Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a un peu, beaucoup? Une fois que l'on a regardé au microscope, que l'on a mis en culture, il faut lui donner un nom. Donc comment est-ce que se passe l'identification? Il y a des techniques manuelles qui actuellement tendent à disparaître. Il y a vraiment très très peu de laboratoires maintenant qui font des techniques manuelles au profit de techniques automatisées. Donc nous par exemple, on a ici l'automate à droite au laboratoire qui s'appelle un spectro de masse, ça a la taille d'un frigo. À partir des petites boîtes de pétri où le champignon a poussé, on va en prendre un peu, on va déposer sur une plaque ici avec des petits spots. Cette plaque avec des spots, avec le champignon dessus, on la met dans cet automate. Et cet automate va nous rendre une identification, c'est-à-dire un nom d'espèce, un nom de genre ou un nom de genre plus espèce. Une fois qu'on a identifié, on sait que dans notre prélèvement initial, il y avait du Candida albicans, par exemple. Ce Candida albicans, on va le tester vis-à-vis de plusieurs molécules. C'est comme quand vous faites un examen d'urine pour ceux ou celles qui en ont déjà fait dans un laboratoire. On vous rend un antibiogramme. Là, c'est pareil, ça s'appelle antifongigramme pour les levures, mais on teste la sensibilité vis-à-vis des différentes molécules. Donc pour un ECBU, un examen d'urine en labo privé, par exemple, on vous rend Escherichia coli, augmentin sensible, monouril sensible, ofloxacine sensible, tétracycline résistant. Ça, c'est un antibiogramme. Là, c'est pareil, mais c'est pour les champignons, donc ça s'appelle un antifongigramme. Mais c'est exactement le même système, c'est-à-dire que l'on va mettre une molécule comme ça, en présence d'une culture de champignons,
et on lit une certaine valeur, et à partir de cette valeur, on a des abacs qui nous disent de telle à telle valeur, la souche est sensible, au-delà d'une telle valeur, la souche est résistante, et ainsi on peut vous rendre, dans votre prélèvement, il y avait tel champignon, et ce champignon est sensible à telle molécule, ou résistant à telle molécule. Donc ça, je l'ai mis en gros et en rouge, parce qu'on travaille sur du vivant, que ce soit en bactério, ou en mycologie, ou en parasitologie, on travaille sur du vivant, et donc il faut attendre que ça pousse, que le champignon veuille bien pousser, donc ça prend un certain délai. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 5 jours. Donc on est content, dans notre prélèvement, par exemple, on a fait un prélèvement vaginal, il y avait du Candida albicans, le laboratoire nous rend Candida albicans sensible au fluconazole, par exemple. On est content, sauf que isoler un champignon n'est pas forcément synonyme d'infection. Ce que vous rend le laboratoire est à confronter au contexte clinique du patient que vous avez en face, à la notion de flore endogène. Je vous ai dit qu'il était normal d'isoler du candida en quantité abondante au niveau de la flore oropharyngée, de la flore vaginale, de la flore intestinale, de la flore cutanée. Donc est-ce que ce que me rend le laboratoire est pathogène ou pas? La notion de quantité intervient aussi, évidemment, s'il y en a beaucoup, on aura plus tendance à penser que c'est pathogène que s'il n'y en a pas beaucoup. Ainsi, le diagnostic d'une infection microbienne, c'est une concertation entre le médecin, le personnel soignant et paramédical que vous serez, et le biologiste. C'est vraiment à ne pas prendre au pied de la lettre, c'est à interpréter selon le patient que vous avez en face. Donc ça, c'est pour la mycologie. En parasitologie, on fait également du diagnostic direct, c'est-à-dire qu'on met le prélèvement sous le microscope et on regarde. Selon ce que l'on cherche, on va avoir une observation micro- et ou macroscopique. Le paludisme, par exemple, est un parasite microscopique. Les bilharzioses, les œufs parasitaires sont en général microscopiques, mais il y a le ténia, par exemple, que je vous ai dit, est un parasite macroscopique. Donc on observe en macro et en micro, et on regarde, et ça a des aspects un peu assez caractéristiques. Le giardia a un aspect comme ça de masque, un peu, avec 2 yeux et une bouche. Les leishmanioses, ce sont des petits protozoaires comme ça, extracellulaires. Le ténia, je vous ai dit que durant son cycle, l'homme allait émettre dans ses selles des œufs de ténia, ça ressemble à ça. La gale, qui est aussi caractéristique, les œufs d'ascaris, qui ne sont pas les mêmes au niveau morphologique que les œufs de ténia. Donc tout ça, on les reconnaît au niveau microscopique ou macroscopique au microscope. Ça, c'est une petite diapo qui pourra vous servir dans votre pratique professionnelle ou dans votre entourage, pourquoi pas. Madame, monsieur, j'ai des vers dans les selles. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça. Donc si on vous ramène une grosse spaghetti de 12-17 cm ou de 20 à 25 cm, c'est un ascaris. Ça ne peut pas être autre chose. Si on vous ramène, ou si vous vous isolez, si vous voyez ça dans les selles d'un patient, c'est un oxure qui fait 1 cm de long, vous voyez 10 mm, un demi à 1 cm de long, un petit grain de riz, un peu effilé au bout. Ça, c'est de l'oxure, ça ne peut pas être autre chose. Si on vous ramène un tout petit bout de ténia, donc le ténia, il fait 4 à 10 mètres de long, mais quand il se sectionne et il passe dans le milieu extérieur, il passe sous forme de petits anneaux, comme ça. Donc vous voyez l'échelle avec un doigt, ça fait une demi-phalange, des petits anneaux comme ça qui bougent. Ça, c'est un morceau. Il faut s'imaginer que dans le tube digestif, il y en a des mètres et des mètres. Ça, c'est le ténia sous sa forme entière, mais le plus souvent, les patients vont émettre des petits bouts, en fait, des petits bouts d'anneaux. Donc ces petits bouts d'anneaux, ils font 1 à 2 cm, et le ver fait de 4 à 10 mètres de long. Une fois qu'on a fait notre diagnostic direct, donc soit on a vu nos gros vers, soit on a vu nos œufs au microscope, on peut également, en parasitologie, faire du diagnostic indirect. Je vous ai dit, rechercher la production d'anticorps, ou d'antigènes, mais plus souvent des anticorps, produits par l'hôte et dus à la présence du parasite. C'est le cas pour la toxoplasmose. Le toxoplasmose est un parasite qui se voit rarement au microscope, mais par contre, le diagnostic indirect, le diagnostic sérologique, est d'une grande utilité pour cette parasitose. Les helminthes également, les vers, parfois on ne les voit pas, mais on les détecte par production d'anticorps, par la sérologie. On peut également avoir du diagnostic par biologie moléculaire, donc c'est de la recherche d'ADN parasitaire. On ne recherche pas le parasite en entier,
mais on recherche son ADN. Donc c'est du diagnostic direct. On recherche directement le parasite, pas sous sa forme entière, mais c'est quand même du diagnostic direct. L'intérêt de ce diagnostic indirect, donc là l'intérêt c'est pour le diagnostic indirect, c'est lorsque le parasite est inaccessible. Je vous ai dit qu'il y avait des parasitoses qui étaient vraiment très profondes, comme l'amibiase, la toxoplasmose, la filariose. Et dans ces cas-là, la sérologie a un intérêt. On ne peut pas mettre en évidence directement le parasite, alors on va mettre en évidence les anticorps produits par l'hôte. En phase d'invasion, c'est-à-dire au début de l'infection, le parasite n'est pas encore visible ou est trop profond pour être recherché, et dans ces cas-là, la sérologie a également un intérêt majeur. Autre intérêt, lorsque la charge parasitaire est faible, il n'y en a pas toujours beaucoup des parasites. Donc quand il n'y en a pas beaucoup, les chances de le voir sont faibles, et donc la sérologie a également encore là son intérêt. Dernier point, le prélèvement, je vous ai dit que donc que c'était capital. Pour un bon prélèvement égale un bon diagnostic. Comment prélever? Donc je vous ai mis ici pour celles ou ceux qui iront faire un tour au CHU de Toulouse. Sur l'intranet du CHU, il y a ici un petit encart qui s'appelle Catalogue et manuel de biologie. C'est ici que vous allez avoir le guide des prélèvements. Pour ceux qui seront à l'extérieur ou qui veulent regarder chez eux, à partir de n'importe quel moteur de recherche, vous tapez ça et vous allez tomber sur le manuel du prélèvement du CHU de Toulouse. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça. C'est assez convivial. Vous avez ici un moteur de recherche, vous tapez ce que vous voulez. Je veux prélever une recherche de paludisme, je veux prélever une recherche de ténia, je veux prélever une recherche de toxoplasmose. Vous tapez le nom du germe. Là, on va vous proposer soit une recherche directe. Est-ce que vous voulez rechercher le pathogène lui-même ou est-ce que vous voulez une sérologie? Donc là, dans le cas présent, je vous ai choisi la recherche directe. Et vous allez avoir des infobulles ici. Et à partir des infobulles, vous avez déjà un bon nombre d'informations. On vous met que c'est un prélèvement urgent. Le paludisme est toujours une parasitose urgente à diagnostiquer, parce qu'elle peut être mortelle en quelques heures. J0, c'est-à-dire qu'on vous rend le résultat le jour où vous avez envoyé le prélèvement, vu que c'est une urgence. SGT, ça veut dire sang total, c'est-à-dire qu'il faut prélever du sang total chez le patient. 20 degrés, c'est-à-dire une température d'acheminement à température ambiante. La petite gélule ici, c'est qu'on aime bien avoir les traitements éventuellement pris par le patient pour l'interprétation du résultat. Et ce qui va vous intéresser surtout, c'est ça, c'est la couleur des bouchons des tubes. Donc ici, vous avez, pour le paludisme par exemple, 2 tubes violets à prélever. Donc ça, ce sont des informations directement accessibles à partir de cette fiche. Et quand vous cliquez sur la fiche, en détail, vous avez l'endroit où il faut l'envoyer. Mon paludisme, je ne me souviens plus, le palud, si c'est du parasite, du champignon, de la bactério, de la viéro. Je vais voir et hop, on me dit, c'est de la parasito, donc je sais que c'est à Purpan. Qui est-ce qu'il faut que j'appelle pour avoir mon résultat? Qu'est-ce qu'il faut que je prélève? Mes 2 tubes violets. Pour les enfants, 2 petits tubes violets. Et sur l'autre page, la suite, je l'ai mis en 2 fois, il y avait des fiches ici. Le paludisme, je ne me souviens plus où c'est. Est-ce qu'il y en a en Alaska? Est-ce qu'il y en a au Groenland? Est-ce qu'il y en a en Afrique? Mais en fait, sur ces petits fichiers PDF, vous avez une carte du monde avec tel pays est infesté, est une zone d'endémie à paludisme ou pas. Le transport, vous avez le délai et la température. Voilà, et ça c'était au cas où vous n'ayez pas compris, encore pour insister sur le fait que d'un prélèvement de qualité dépend un résultat de qualité et donc un diagnostic de qualité et une thérapeutique adaptée. Je vous remercie pour votre attention.